Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Quelles sont les bonnes questions à se poser au moment d'acheter une voiture ? Eh oui, la voiture, ça reste notre moyen de mobilité préféré, nous les Français. C'est d'ailleurs aussi, surtout, le deuxième plus gros achat que l'on fait dans sa vie, juste derrière la maison. Autant dire que c'est une décision sur laquelle il vaut mieux ne pas se rater. Le problème, c'est que le choix a explosé dans un marché qui ne cesse d'innover, que ce soit sur le design, la technologie ou encore sur la question essentielle de l'impact environnemental. Alors, neuve ou occasion, essence, diesel, électrique, hybride, on en parle aujourd'hui avec un expert qui va nous aider à faire le bon choix. C'est l'une des figures de POA. Bah oui, vous connaissez POA, Petites Observations Automobiles. Bonjour Cédric Fréhour. Bonjour Cédric Ingrand. Alors d'abord, moi je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que d'ordinaire c'est sur YouTube que je vous suis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, présentez-nous POA. POA, c'est diffusé sur YouTube et aussi ça existe sur son site internet. Ce sont les initiales de Petites Observations Automobiles. On fait donc des petites observations automobiles à travers différentes émissions qui traitent de toute l'actualité automobile. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, puisque les voitures anciennes, les voitures d'aujourd'hui et les voitures de demain, tout le monde a sa place, j'allais dire d'une AX de 1980 qui vous a fait rêver parce que c'était votre première voiture à vos 18 ans, en passant par les plus belles Ferrari, les voitures électriques, les voitures autonomes, les voitures thermiques, les voitures à hydrogène, voilà. C'est vraiment un magasin de joie automobile. Alors c'est intéressant d'abord parce que moi, la raison pour laquelle j'aime POA, mais je suis pas seul dans ce cas-là, c'est que il y a toujours cet aspect un peu collégial. Surtout pour les choses importantes, les grosses sorties, les vraies nouveautés, vous les testez à plusieurs et à coup vous avez des avis qui sont différents parce que vous avez des besoins et puis des passés différents. C'est-à-dire que c'est un site automobile fait par des passionnés d'automobile, mais pas forcément des spécialistes d'automobile. Vous savez, les gens dont je dis souvent qu'ils mettent du super sans-plomb dans leur cornflakes le matin, ça c'est pas votre cas. C'est-à-dire que vous avez le point de vue, peut-être pas de monsieur tout le monde, parce qu'évidemment vous avez quand même un peu le nez dans le guidon de toutes ces nouveautés, mais vous êtes les bons pères de famille, j'ai envie de dire, du milieu automobile. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. En fait, on réagit de deux manières. Un, avec le background et notre expérience et notre amour de l'automobile depuis toujours pour certains d'entre nous. Et puis aussi avec nos émotions, notre sincérité, nos goûts parfois différents, et ça fait une sorte de salade niçoise un peu différente où justement à travers nos différents avis, chacun peut se retrouver, et en essayant naturellement d'être le plus factuel et objectif possible sur les motorisations, parce que l'automobile c'est quand même un objet scientifique par essence, quoi. Il y a des ingénieurs, de l'ingénierie, de l'intelligence complètement incroyable derrière. Mais au-delà de ça, il y a aussi du design. Donc chacun y va de sa petite larme, sa petite émotion, de sa joie ou parfois peut-être même de ses petites déceptions, mais toujours avec bienveillance. Et en fait, on essaie toujours d'avoir un débat presque amical, comme on pourrait l'avoir chacun entre nous, quand on dépasse parfois évidemment tout le côté objectif. Mais qui est aussi passionnant en ce moment. Je suis trop bavard, je vous écoute. Moi, tout me va. On est quand même évidemment dans un contexte un peu particulier parce que, par exemple, en 2020, le marché automobile chez nous a conclu l'année sur une chute absolument historique, moins 25,5% de ventes. Alors évidemment, c'est en pleine année Covid, donc on a quand même des raisons conjoncturelles, mais on sent bien que le marché automobile, il est quand même... il se passe des choses. Très clairement en ce moment. Du coup, et c'est pour ça qu'on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est les questions qu'on se posait jusque-là, finalement, choisir une voiture, c'était pas si compliqué que ça. J'ai envie de dire, vous aviez un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Sur les abscisses, il y a la voiture dont j'ai envie. Sur les ordonnées, il y a la voiture dont j'ai besoin. Et puis, ce qui normalement arbitre entre les deux, c'est le budget que j'ai à y mettre. Mais les choses se sont compliquées aujourd'hui parce que l'offre s'est élargie, à la fois en termes de format de voiture. Souvenez-vous de l'époque où on avait le choix entre une berline ou une break. C'est terminé. En gros, c'était ça. Non, bien sûr, vous avez raison. En fait, pendant quasiment plus d'un siècle, c'était quelle couleur je vais choisir, quelle carrosserie je vais choisir, mais pour le reste, on met toujours un carburant dans un réservoir. Alors certaines allaient un peu plus loin, d'autres un peu moins loin, d'autres consommaient davantage, d'autres un peu moins. Mais il n'y avait pas d'autre question à se poser qu'effectivement le budget, et puis on roule. Aujourd'hui, c'est différent, et pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il y a une sensibilité environnementale très importante, et d'ailleurs tant mieux pour la planète. Mais cette sensibilité en fait environnementale, aujourd'hui, oblige en fait les gouvernants à prendre des mesures pour évidemment limiter
les nuisances, limiter les émissions, et ce faisant impose aussi de réduire l'usage, évidemment, des carburants fossiles. Bien sûr. Arrive l'électrique. Pour une industrie qui ne s'était que très peu remise en cause, reprendre des moteurs électriques qui avaient à la naissance de l'automobile, on l'a complètement oublié. Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a plus de 100 ans, les premières voitures, quasiment, il y avait évidemment des moteurs à explosion, comme on dit, mais il y avait aussi beaucoup d'électriques. Bon, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, très clairement. Non, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais le problème en 1900 était en fait identique. On s'apercevait que les batteries n'allaient pas très loin. Et par conséquent, le pétrole a pris tout de suite le dessus. Alors, on va revenir au début de l'équation, parce qu'évidemment, il y a plein de questions à se poser. La question de la motorisation avec l'explosion de l'hybride et de l'électrique est une vraie question. Mais repartons du début. La voiture, quand on l'a choisie sur quels critères ? D'abord, il faut bien définir ses besoins. C'est-à-dire, est-ce que j'ai juste un besoin de trajet quotidien pour aller au bureau ? D'ailleurs, peut-être que je suis moins allé au bureau cette année et peut-être que ça va remettre en cause certains de mes choix, des choix que j'aurais fait auparavant. Est-ce que c'est une voiture familiale ? Il faut donc que j'ai 4, 5, 6, 7 places. Etc. Mais au-delà de tout ça, est-ce que les gens font vraiment ces choix rationnels-là ? C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme dans Star Trek. Star Trek, c'est une vision du futur où un jour, quelqu'un a dit, bon, vous allez arrêter de vous habiller tous différemment, vous allez tous mettre le même pyjama gris bicolore, et comme ça, on va gagner un temps fou. Et j'ai envie de dire, la voiture, c'est pareil. Si on achetait tous uniquement la voiture dont on a besoin, il y aurait beaucoup moins de modèles. Non, ouais, effectivement, on roulerait dans une voiture probablement à $6 000 qui serait aujourd'hui produite en Inde ou en Chine, voilà. Et il y aurait 4 places et la vie serait belle. C'est un tout petit peu plus complexe et nuancé. La vraie vie est toujours plus compliquée. Il y a une chose amusante, c'est qu'effectivement, même on y reviendra sur la difficulté de choisir son type d'énergie et quelle carrosserie. Au-delà de tout, le critère d'achat numéro un, et encore aujourd'hui dans les enquêtes, c'est le design. Autrement dit, on est toujours sensible par la beauté de l'objet. Ensuite, on est rattrapé effectivement par le budget. Et aujourd'hui, on va ajouter ce que vous disiez, c'est quel type d'énergie. Ça vous aura pas échappé qu'effectivement, le diesel est archi montré du doigt, bientôt l'essence. Et au fond, le premier conseil qu'on peut donner, Cédric, c'est de dire aujourd'hui tout sauf le diesel. À tort ou à raison, on va pas se lancer dans un débat d'ingénieurs, mais le diesel, effectivement, a des émissions, notamment des NOx et des particules de suie noire qui sont, hélas, cancérigènes. Et pour ça, je vais trop vite, si certains ingénieurs nous écoutent, ils pourraient sans doute froncer des yeux et dire attention, il va trop vite. Mais globalement, c'est ça. Adressez-vous à PEA.tv, allez-y. Exactement, n'hésitez pas, on vous répondra. Et encore une fois, à tort ou à raison, il y a désormais un consensus et c'est acté pour dire écoutez, ça y est, le diesel, hop, terminé. Les constructeurs l'ont aussi acté en disant, bien sûr, globalement, les uns après les autres, on arrête le développement de ces moteurs, on arrête même la production de ces moteurs, et d'ici à les 3-4 ans, il n'y aura plus d'offres diesel. On a l'impression que cette offre-là, c'est pas une chute, c'est une chute du haut d'une falaise. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où des grandes villes disent, chez nous, en 2024, en 2025, en 2026, il y aura plus de diesel autorisé à rouler. Forcément, si vous achetez une voiture aujourd'hui, même en vous projetant dans 3-4 ans, vous vous projetez quand vous achetez une voiture neuve, on va revenir sur les publics qui achètent du neuf ou de l'occasion, mais si vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, vous vous projetez dans votre usage de la voiture, parce que elle est d'abord pour vous, mais vous vous projetez aussi dans sa revente éventuelle, par exemple. Exactement. Et alors là, c'est vrai que dans 4, 5, 6 ans, revendre une voiture diesel, ça va commencer à être très, très, très compliqué. Voire impossible, ça l'est presque aujourd'hui, vous le disiez, les ventes de voitures diesel, là je regarde en février, pour la première fois elles sont tombées sous les 25%. Pour qu'on ait juste un point de repère, il y a au milieu des années 2000, c'était quasiment 7 voitures sur 10 vendues en France qui roulaient au diesel. Aujourd'hui, on était l'Eldorado du diesel, Alors on l'avait poussé parce qu'effectivement, à carburant égal, c'était celle qui émettait le moins de CO2 et la fiscalité française étant basée sur les émissions de CO2, on a poussé énormément les diesels. Bon, on est un peu revenu dessus depuis. Donc le diesel, vous avez raison, on garde une voiture. Généralement, les particuliers qui s'offrent une automobile vont la garder jusqu'à 8 ans. Parce qu'effectivement c'est fiable, parce que c'est, on l'a dit en introduction, un investissement important, une dépense parmi des ménages parmi les plus importantes. Donc on garde longtemps l'objet. Aujourd'hui, si vous gardez 8 ans votre diesel, il y aura évidemment les zones à faible émission qui vont a priori, il y a pas de raison de croire l'inverse, s'étendre partout.
vous ne pourrez plus rentrer dans les centres-villes. Donc, vous allez vous retrouver avec un objet que vous aurez acheté, le prix moyen d'acquisition d'une automobile en France est autour de 20 à 25 000 euros et qui sera revendable d'ici 2025. Donc, ne faites surtout pas ça. Surtout pas ça. Et la question, elle se pose même pour l'essence. Ah bon ? Parce que même pour l'essence. Ça vous échappe pas que la plupart des gouvernements ciblent 2030, 2035, 2040 aussi pour l'Europe en disant, écoutez, nous, il y a une interdiction totale des carburants. Des voitures à moteur thermique. Des voitures à moteur thermique. Donc, j'aurais tendance à dire, prenons les devants, surtout qu'il y a une accélération phénoménale du tempo, les diesels s'effondrent, l'essence aussi. Allez, d'ici 2 ou 3 ans, on en reparle, mais je pense que le processus sera quasiment identique. Il y a aussi une accélération des modèles hybrides rechargeables et électriques. Et les constructeurs, en disant, écoutez, nous abandonnons le diesel, misent énormément sur l'hybride rechargeable et surtout l'électrique. Et alors, si le diesel fait une descente vertigineuse, croise à côté de ça une hausse considérable de l'offre des voitures électriques. Bien sûr, c'est saisissant. J'ai vu les chiffres de ce début d'année. Ça y est, cumulés, hybrides et électriques ont dépassé les ventes du diesel, par exemple, chez nous. Des choses absolument inimaginables il y a encore 2 ans, par exemple. Il y a toujours les visionnaires qui le pronostiquaient. Nous, chez PO, on avait la chance d'inviter tout le monde. On se met la petite brosse à reluire. Ça fait toujours plaisir. Mais ce processus, il est tellement engagé, et notamment parce que les constructeurs misent considérablement dessus. Juste une digression, Volkswagen veut absolument concurrencer Tesla, vient faire plusieurs annonces en disant ce seront nous les meilleurs dans les 2-3 ans qui viennent, notamment avec un combat sur les batteries, sur l'autonomie, et tout le monde y va à marche forcée avec beaucoup d'argent. Ça va être passionnant justement de voir que, allez, 1 siècle après l'invention de l'automobile, tout à coup les cartes sont rebattues et on repart sur une sorte de 2.0 de l'industrie automobile où l'électricité va permettre à la fois, j'allais dire, aux constructeurs historiques de dire, bah voilà, on va montrer qui c'est Raoul, mais aussi à de nouveaux entrants, et je pense notamment aux Chinois, qui, eux, travaillent très bien, apprennent énormément aussi, apprennent très vite, trop vite, diront les Européens, et sont capables de proposer aujourd'hui, on est saisis, nous, sur POA, des modèles avec des performances, mais tout à fait intéressantes, voire même parfois meilleures que celles de l'industrie européenne, et à des prix parfois, pour faire court, 30% moins cher que leur équivalent européen. Oui, j'ai vu certaines sorties récentes, parce qu'évidemment, maintenant, on a quand même des grandes marques européennes qui sont en fait des marques chinoises. Volvo, Jaguar, MG. J'ai vu la MG électrique qui est sortie récemment. Impressionnante. En termes de design, en termes de tout. En termes de technologie. Alors, tout ça est très bien, mais Cédric Fréhour, quand vous nous dites, bon, allez, tout ça c'est terminé, essence, diesel, oubliez, achetez-vous une hybride ou une essence. Oui, mais il faut d'abord quand même que les courbes de prix se croisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je suis père de famille et que j'ai plutôt envie d'un monospace, etc., ou même d'un peu plus petit, je vais avoir du mal à trouver la même chose dans le monde électrique pour le même prix que ma voiture essence ou diesel d'avant. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que l'une des étapes, c'est peut-être celle de l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, ça marie le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire encore un moteur thermique, mais avec de l'électricité, des moteurs électriques. Et ces moteurs électriques, ils sont formidables parce qu'ils n'émettent aucune particule de suie noire et aucune toxicité en ville. En tout cas, n'émettent aucun polluant lorsque le moteur électrique est évidemment en fonction. Et leur autonomie s'allonge. On est à une 50aine de kilomètres en moyenne. Là, Toyota et Suzuki viennent de présenter leur premier hybride rechargeable avec une 100aine de kilomètres. Donc ça veut dire que on peut quand même rouler plus que quotidiennement avec. Et l'hybride rechargeable, pour ceux qui nous écoutent, a un atout par rapport à l'hybride classique qu'on a tous connu sur la Prius. La première Prius, en fait, elle se recharge en roulant. Oui, donc on utilise de l'essence et ça recharge la batterie qui va permettre d'utiliser le moteur électrique en gros à basse vitesse, etc. Exactement, mais c'est déjà formidable sur les consommations en carburant puisqu'on approche celle des meilleurs diesels et notamment les taxis on en fait leur préféré généralement. L'hybride rechargeable, il permet de passer moins à la station-service puisque si on utilise globalement l'autonomie qu'autorisent les batteries, donc 50 km globalement pour la plupart des offres actuelles, vous pouvez passer votre semaine donc en faisant 50 km par jour, vous rentrez chez vous, ou vous avez peut-être la chance d'avoir une borne au bureau, vous branchez
Et justement, vous ne passez plus à la station-service de la semaine. C'est génial. Et si vous devez justement faire des escapades en famille ou en vous disant on va partir en vacances et faire 500, 600, 700 km d'une traite, ben là, c'est possible sans la crainte d'une voiture électrique où vous allez vous dire zut, il faut que je retrouve une borne de recharge un 15 août sur l'autoroute avec plusieurs personnes qui seront arrêtées en même temps que vous. Bon courage. Et c'est le meilleur des deux mondes et ça permet justement de voir venir au moins pour les 10 ans qui viennent. J'ai l'impression quand même qu'on est face à une sorte de pis-aller un peu technologique, c'est-à-dire bon, ok, on n'a pas encore des très grands réseaux de recharge accessibles pour toutes les marques de véhicules, on n'a pas, bon, il faut encore que les prix des batteries et du reste baissent, donc on a cette solution hybride. Pour intermédiaire, ouais, exactement. C'est ça. Ouais. C'est un peu la béquille en attendant que l'électrique prenne le pas là-dessus, mais alors c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez ah tiens, aujourd'hui j'ai testé une voiture vraiment chouette et étonnante, et moi c'est une de celles que j'attends parce que justement quand on se dit que pour que ça marche, il faut que les courbes de prix se croisent. Vous avez testé la prochaine Dacia, la Dacia Spring qui va sortir. Donc Dacia, on connaît, hein, voiture moins chère que la moyenne, ce marque qui appartient à Renault. Sinon que là, ils vont sortir une électrique apparemment bien sous tout rapport à 12 000 euros. Ouais, c'est ça, un prix qui renverse la table d'emblée, oui. Qui emporte déjà la décision. C'est-à-dire que quand on lit le prix, on se dit mais il y a une faute de frappe, c'est pas possible, ils se sont trompés. Alors ça inclut évidemment le fameux bonus, mais 12 500 euros, c'est déjà quelque chose de formidable et qui vient en fait d'un coup balayer l'ensemble des critiques sur le prix parfois exorbitant des modèles électriques. 12 500 euros pour avoir un point de repère, c'est quasiment les prix d'appel des automobiles thermiques, des citadines thermiques les moins chères. Twingo à essence, quoi. Et exactement. Et là, ça fait réfléchir. Et alors, le deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, c'est qu'en plus, c'est une vraie voiture. Parce qu'on partait, nous, cet après-midi, avec certains a priori, en disant, 12 500 euros, très bien, mais bon, allez, globalement... Là, ça peut pas être terrible. Ouais, voilà, exactement. Et bien, en fait, on est surpris. Et on est surpris parce qu'elle est très bien équipée. On est surpris parce que elle roule plutôt gentiment, même drôlement. Pour la petite histoire, elle a 45 chevaux. Ce qui est rien du tout, 45 chevaux. Ça fait même peur. Surtout dans le monde de l'électrique. Exactement. Sauf que 45 chevaux d'un moteur électrique, le couple est disponible immédiatement. Bien sûr. Et les sensations ressenties derrière le volant, on a le sentiment que c'est une voiture qui a 60 ou 70 chevaux. Résultat, derrière le volant, la vie est belle. On est 4 à bord, 3,70 m, autrement dit, vous vous garez partout. Ah, il y a beaucoup de plastique dur et tout ça, mais à 12 500 euros, c'est pas très grave. Il y a un bel écran. Voilà, donc on n'est pas dans les années 80, on est vraiment dans les années 2000. Il y a une jolie ambiance à bord. Elle est lookée, même si c'est pas un canon de beauté, mais on n'est pas puni en la voyant. Et on se dit, mais ça peut être la deuxième voiture idéale, en tout cas, du quotidien. Et à 12 500 euros, je pense qu'il faudrait qu'on se plonge dans les chiffres, mais je pense que c'est le prix à peu près moyen en France de cette fameuse deuxième voiture pour une famille. C'est sans doute un carton commercial annoncé. Et de même que 12 500 euros pour les entreprises, il y en a beaucoup qui utilisent par exemple des smart électriques, des Zoé. Eh bien, cette Dacia Spring, globalement, elle rend les mêmes services et elle va un peu plus loin, 220 km WLTP, les chiffres officiels. C'est-à-dire plutôt en ville que sur route, je traduis en français normal. Mais c'est une distance sympathique en fait, pour tous les jours, et c'est mieux que certaines voitures électriques, et smart électriques, je pense, Twingo électriques, qui sont un peu plus chères. Et pourtant, la Twingo électrique, c'est la même famille, elles sont cousines. Alors une chose quand même, on se parle depuis tout à l'heure de la voiture neuve qu'on pourrait acheter aujourd'hui, mais c'est quand même laisser un peu de côté le fait que la part de la population qui achète une voiture neuve, finalement, elle est assez restreinte, même que ce soit en nombre, ou j'ai envie de dire en couche socio-économique. Tout à fait. Le marché français, elle est hors Covid, mais pour qu'on ait des bons points de repère, c'est 2 millions de voitures par an immatriculées neuves. Sur ces 2 millions, la moitié, 1 million, sont acquis par des sociétés en location, souvent en location longue durée. Donc reste, certains les appellent les vraies ventes, c'est-à-dire les particuliers. Vous, moi, votre famille, ceux qui effectivement se déplacent et vont dépenser leurs sous pour s'offrir leur voiture. L'acheteur de voitures neuves, il est déjà un peu âgé puisqu'il a plus d'une 50aine d'années.
Il a les moyens de s'acheter une voiture neuve. Et exactement. Ou parfois même, il est pré-retraité parce que c'est 57, 58 ans. Donc donc c'est assez intéressant en fait de dire que ce million de voitures, il est acheté par des gens qui sont nés au XXe siècle en fait. Et donc c'est une dépense importante pour eux. Et on va garder 8 ans sa voiture. On la change très peu. Et cette durée de vie moyenne d'une automobile, elle a même tendance à grandir puisqu'on atteint presque la dizaine d'années pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont beaucoup plus fiables, parce que elles sont tellement bien équipées qu'au fond, pourquoi changer ? Il y a une multitude d'offres, même au début des années 2000, quand on voit des voitures qui ont aujourd'hui 20 ans dans la rue. Certaines sont totalement actuelles dans le paysage automobile, donc certains se disent mais pourquoi changer ? D'autant plus que c'est très cher une voiture neuve. Donc voilà, on se dit bon, on la garde. Et on la garde sauf contraint et forcé quand on vous dit non, terminé, le diesel c'est fini les petits gars, il va falloir la garer et c'est terminé. Donc à ce moment-là, il va y avoir peut-être aussi une relance du marché. Et pour de bonnes raisons aussi, avec des offres, et on le disait, comme la Dacia Spring, qui vient tout à coup remuer un peu le cocotier en disant écoutez, je suis pas cher, vous trouvez les voitures électriques trop chères, pas moi, donc venez me voir. Voilà. Ma dernière question, c'était de savoir où acheter sa voiture, évidemment dans une concession, mais maintenant il y a quand même une offre de vendeurs entre les concessionnaires, les mandataires, alors évidemment tous les réseaux d'occasion et le reste. C'est intéressant, mais surtout c'est peut-être l'occasion de se poser la question de ce qui va se passer maintenant pour ces concessionnaires, parce que le passage accéléré, on le voit, à l'électrique, il n'est pas sans conséquences pour eux. Il y avait des inquiétudes il y a encore 15 ans sur la fameuse question est-ce qu'on achète sa voiture sur Internet ? C'est un peu un serpent de mer, vous êtes au cœur du réacteur, vous l'avez lu, relu, vu 15 fois. Tesla qui, l'histoire d'Elon Musk, qui a bouleversé un peu la planète automobile, lui a d'emblée dit écoutez, ma voiture, ce sera sur Internet et pas autrement. Et on aura effectivement des showrooms pour éventuellement voir, toucher, ressentir ma voiture, mais ce ne seront pas véritablement des concessions. La plupart des constructeurs, pour ne pas dire la totalité, ont commencé à rigoler en disant mais non, c'est pas comme ça qu'on vend des voitures, c'est n'importe quoi. Sauf que une dizaine d'années a passé, on s'est aperçu notamment pendant le confinement qu'énormément de gens avaient un peu de temps, notamment les amoureux d'automobile, et se sont amusés à configurer énormément de voitures. Et certains ont voulu passer commande. Ils se sont dit, comme on peut pas bouger, tiens, je vais essayer effectivement de passer commande. Ça a marché, très bien marché. Tellement bien marché, et c'est d'ailleurs pour le cas pour beaucoup de commerce électronique, puisque le commerce en ligne a explosé aussi pendant le confinement. Ça a évidemment tout à coup accéléré les choses chez beaucoup de constructeurs qui se sont dit, mais au fond, prenons aussi le train en marche, effectivement. Et ils se sont aperçus, bien que acheter et commander sa voiture en ligne, ça intéressait de plus en plus de monde. Ça évite d'abord de débarquer dans une concession en sachant pas finalement à quoi s'attendre. Alors avant, on pouvait quand même aller en ligne pour voir il y a combien de versions de la voiture, quelle motorisation, il y a des packs d'options, mais lesquelles, etc. Mais finalement, c'est au moment où on s'asseyait dans le petit cubicle, là, dans le petit bureau du vendeur, que là, tout à coup, on sortait vraiment les tarifs en disant alors, vous voulez le pack hiver ? Je ne sais pas, est-ce qu'il me faut un pack hiver ? Non, mais c'est exactement ça. Mais surtout, en fait, les distributeurs automobiles et les concessionnaires voient débouler, et à leur grand regret parfois, des gens qui ont configuré 17 fois leur voiture, savent exactement ce qu'ils veulent et en fait rentrent chez le concessionnaire pour obtenir un prix. Et vont faire en fait la tournée des popotes, c'est souvent généralement à la périphérie des villes où tous les concessionnaires sont là en randonnion et se disent on va passer d'un concessionnaire à l'autre, j'ai trois idées en tête de voitures qui me plaisent, je vais en fait finir par acheter un prix, ce sera celui qui m'offrira la plus grosse remise. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Chacun. Mais c'est ce qu'en tout cas les réseaux de distribution observent le plus souvent. Et vous le disiez, il y a une inquiétude en fait aussi des réseaux de distribution, c'est l'achat en ligne. Les constructeurs automobiles seraient contents évidemment de récupérer tout ça, puisque les remises sont un peu moins fortes. Ils feront des promotions, mais on discute moins devant son écran d'ordinateur. Mais on discute plus en fait. On discute plus, on capte le client, on est sûr, hop, il y a la transaction, c'est parfait. Et ça inquiète évidemment beaucoup de concessionnaires et à juste titre qui se disent mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir simplement une sorte de un peu comme l'adresse où on va retirer son colis Amazon. Là, non mais c'est un peu ça pour eux. Le relais voiture comme on avait le relais colis, oui. Voilà. Et est-ce que ça va changer comme ça? Et à cela d'ajouter que bien la maintenance des voitures, notamment électriques, elle est beaucoup plus réduite et moins onéreuse que les voitures thermiques. Il n'y a pas de vidange.
Il y a très peu de fluide. Les moteurs électriques, enfin les moteurs de TGV, ça change rarement. Ça fait des millions et des millions de kilomètres sans aucun ennui. J'ai jamais utilisé cette analogie, mais c'est vrai que la première fois qu'on ouvre le capot d'une voiture électrique, d'abord on est choqué parce que il y a beaucoup moins de choses. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moteur électrique, ok, soit, et puis bon, c'est à peu près tout. Donc, même les plaquettes de frein, il y a le freinage régénératif, c'est-à-dire qu'au lever de pied, pour un peu comme la dynamo d'un vélo pour éclairer le phare, eh bien, on régénère le plus possible. On prend de l'énergie qu'on transforme en électricité. Donc on touche beaucoup moins au frein. Mais c'est vrai que c'est frappant. On ouvre ce capot et la seule chose qu'on peut remettre à niveau, c'est quoi? C'est le lave-glace. Exactement. Et là, d'un coup, forcément, ça fait un choc. Donc, moins de plaquettes, éventuellement les essuie-glaces, si vous êtes dans un pays où il pleut beaucoup. Et donc, bref, ça fait évidemment moins de chiffre d'affaires. Ça fait clairement pas les affaires des concessionnaires. Donc, on sent bien que il y a aussi tout ce pan-là de l'économie de l'automobile qui va se redéfinir. Bon, écoutez, merci beaucoup, Cédric Fréon. Je ne sais pas si on est plus avancé dans nos choix, mais au moins, on a bien compris ce qu'il faut pas qu'on achète, en tout cas, cette année. Donc, évitons le diesel. Plug-in hybride, c'est encore un tout petit peu cher, mais la bataille commence, donc il va y avoir forcément des remises. Il y a de plus en plus d'acteurs, donc il faut aussi miser là-dessus. Le marché français aussi, il est en recul, donc malgré tout, d'aller voir son concessionnaire pour lui dire, écoutez, j'hésite et tout ça, et de créer une relation commerciale telle qu'on l'a tous connue depuis toujours, ça aide quand même au moment de signer et ça aide pour avoir de bons prix. Voilà. Rien ne vaut malgré tout le contact humain, comme on l'a aujourd'hui même par écran interposé. Mais il faut se parler, toujours. Merci infiniment, c'était un vrai plaisir. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve, vous et toutes les autres figures de petites observations automobiles, sur POA.tv. Où est-ce qu'on vous trouve ailleurs ? Sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur POA, sur Instagram, sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires sur le POA de Facebook. Sur nos Instagram à chacun, voilà, Cédric Fréour, Renaud Roboudi, Julien Rosburger. Julien, il prend de très très belles photos, allez-y. Même ceux qui n'aiment pas l'automobile, simplement en regardant ces photos, c'est un vrai régal. Et puis évidemment, sur notre site internet, petiteobservationautomobile.com, voilà. C'est petiteobservationautomobile.com, c'est marrant parce qu'il y a les fans absolus de POA, des gens qui nous connaissent depuis une dizaine d'années. Ils sont intimidants parce que ils commentent beaucoup. Même nous, ils nous intimident. Ils ont une connaissance. Il y a beaucoup d'ingénieurs automobiles, des designers et tout ça. Mais c'est un puits de science. Donc allez-y, n'hésitez pas. Bon. Merci en tout cas, Cédric. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup en tout cas. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si par aventure ce n'était déjà fait. Et puis surtout à le partager avec vos amis, par exemple, ceux qui manquent un peu d'idées sur ce que serait leur prochaine automobile. Et évidemment, venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.